bienvenue sur cette vidéo pour tout savoir sur l'identité nationale en santé proposée par le GRAD, la RSPI de la Loire et l'assurance maladie. Tout d'abord, une rapide présentation du GCS e-santé Pays de la Loire. Donc, nous sommes un groupement régional d'appui au développement de la e-santé, un GRAD, dont l'objectif est de mettre en œuvre à la fois la stratégie régionale e-santé, mais également la feuille de route nationale Ma Santé 2022, tournée vers le virage numérique. Donc, nous intervenons à la fois au service de nos adhérents et sommes missionnés par l'Agence régionale de santé. Et notre objectif est d'accompagner les professionnels et les structures afin d'avoir une meilleure coordination, fluidité dans la prise en charge, dans l'accompagnement des usagers via des outils et des solutions numériques. Alors, au cours de cette vidéo, nous allons vous présenter un parcours patient, puis nous répondrons aux questions qu'est-ce que l'identité nationale en santé? Quelle utilité dans mon exercice professionnel? Comment m'équiper? Enfin, nous vous présenterons les chiffres clés et également les prochains rendez-vous et contacts au sein du GCS. Alors, pour commencer, nous allons visualiser le parcours de Monsieur Jean-Pierre Dupont, résident en EHPAD. Décrivons le parcours patient de M. Jean-Pierre Dupont lors d'un cas d'usage concret. Les acteurs de l'offre de soins impliqués sont l'EHPAD dans lequel il réside, l'hôpital local, un cabinet médical de ville et la pharmacie de quartier. Nous allons voir que le partage de données intervient tout au long de son parcours de soins. M. Dupont est résident à l'EHPAD Beau Séjour. Il a une gêne oculaire depuis plusieurs jours et sa vision est trouble. Il prend rendez-vous chez l'ophtalmologue qui le suit habituellement au cabinet médical. Il se rend donc en consultation et l'ophtalmologue préconise une opération. À la fin de la consultation, elle rédige le compte-rendu dans son logiciel de cabinet et l'envoie au médecin traitant de M. Dupont. Elle établit également une lettre d'adressage qu'elle transmet au patient. M. Dupont se rend à l'hôpital où il a pris rendez-vous pour son opération. À son arrivée, il s'enregistre au bureau des admissions. Pour information, M. Jean-Pierre Dupont avait reçu il y a quelques jours des consignes préopératoires et on lui avait également demandé d'envoyer ses documents administratifs. Le personnel d'administration contrôle son identité lors de sa venue. L'opération se déroule comme prévu. Les documents de sortie sont rédigés, validés, puis envoyés par l'hôpital aux autres acteurs du parcours de soins. Le médecin traitant de M. Dupont, son ophtalmologue, le médecin coordonnateur de l'EHPAD, ainsi qu'au patient directement. À sa sortie de l'hôpital, notre patient reçoit une prescription de collyre. Il se rend donc à la pharmacie pour y récupérer ses médicaments. M. Jean-Pierre Dupont rentre à l'EHPAD. Il est content, il a été bien pris en charge et n'a plus de problème ophtalmique. Voilà, donc nous allons voir par la suite comment l'identité nationale de santé va permettre de favoriser et de sécuriser l'échange et le partage de données tout au long du parcours de Monsieur Jean-Pierre Dupont. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'identité nationale de santé? Donc, c'est une identité sanitaire de référence partagée par tous les acteurs de santé. Elle permet donc de fiabiliser le référencement des données de santé. Alors, elle est constituée de quoi cette INS? À la fois d'un matricule, donc on parle de matricule INS ou d'identifiant national de santé. Ce matricule, c'est le NIR, donc le numéro d'inscription au registre des personnes physiques, donc le numéro qui est attribué soit à toute personne qui est née en France au moment de sa naissance par les services d'état civil qui transmettent cette information à l'INSEE. Et c'est également le numéro pour les personnes étrangères qui se font immatriculer auprès d'un organisme de protection sociale. C'est le NIA, le numéro d'immatriculation d'attente, qui devient le NIR lorsque l'immatriculation est terminée. Donc, le NIR, on le connaît également dans la vie courante sous le terme numéro de sécurité sociale, puisque c'est ce même numéro qui est utilisé également comme numéro de sécurité sociale.
Par contre, à la différence, aujourd'hui, le numéro de sécurité sociale peut être commun à plusieurs bénéficiaires. Donc, si le soin ou l'accompagnement concerne, par exemple, un enfant, on va utiliser le numéro de sécurité sociale de son ouvrant droit, donc d'un des parents. Alors que pour le référencement des données de santé avec l'INS, le matricule qui sera utilisé, ce sera le NIR propre de l'enfant, si c'est lui le bénéficiaire du soin, puisque ce NIR, je vous l'ai dit, est attribué dès la naissance. Voilà. En complément de ce matricule, on retrouve 5 traits d'identité d'état civil, donc le nom de naissance, les prénoms de naissance, la liste, la date de naissance, le sexe et également le lieu de naissance à travers le code INSEE ou le code géographique de la commune de naissance. Voilà, donc l'identité nationale de santé, c'est bien à la fois ce matricule et les 5 traits d'identité. Et donc, cette INS, elle ne va pas être saisie en fait directement dans le logiciel, dans les traits d'identité. Elle va être récupérée des bases nationales de référence à travers ce qu'on appelle un appel au téléservice INSI, qui va se faire à partir du logiciel. On verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors, quelle utilité dans mon exercice professionnel de l'INS? Donc, pourquoi l'utiliser? L'INS permet vraiment de disposer d'une identité unique, pérenne, puisqu'elle est basée sur des éléments d'identité qui ne changent pas au cours du temps et surtout partagée par tous les acteurs de santé. Ce qui n'était pas le cas jusqu'alors où il n'existait pas de règles communes d'identification de l'usager pour l'ensemble des acteurs de santé. Donc aujourd'hui, on pouvait très bien avoir un usager qui était identifié chez son médecin traitant avec son nom d'usage, son nom marital par exemple pour une femme mariée, et dans un établissement de santé avec à la fois le nom de naissance et le nom d'usage souvent qui venait en complément. Donc voilà, ça ne facilitait pas l'échange et le partage de données, en tout cas de façon sécurisée. Donc là, avec l'INS, je vais faciliter cet échange et ce partage. Ça va également permettre de créer directement une nouvelle identité dans votre logiciel sans devoir saisir manuellement tous les traits à compléter et donc ainsi limiter le risque d'erreur de saisie. Ça va permettre de garantir la qualité des identités dans votre logiciel et notamment limiter les risques de doublons ou de collision. Donc un doublon, c'est le fait d'avoir plusieurs dossiers pour un même usager et une collision, c'est le fait d'avoir dans un même dossier des données qui appartiennent à des usagers différents. C'est également une alimentation et une consultation du dossier médical partagé facilitée, et notamment en limitant le risque de rejet. À noter, on en reparlera tout à l'heure, qu'à partir de janvier 2023, pour alimenter le DMP, il faudra avoir l'INS au statut qualifié. Et l'INS va également permettre un gain de temps et notamment dans le rattachement des documents reçus au bon dossier patient. Et puis demain, lorsque l'ensemble des espaces santé, donc l'espace numérique des usagers, lorsque chaque usager aura son espace santé ouvert, vous pourrez échanger par messagerie sécurisée avec lui à travers notamment l'adresse mail qui sera composée du matricule INS @patient.mssanté.fr. Alors, si on reprend le parcours de monsieur Jean-Pierre Dupont, on va voir concrètement quand j'utilise l'INS et surtout comment, à quelle étape il sert et il permet cet échange et ce partage de données. Donc, chez l'ophtalmologue, quand monsieur Jean-Pierre Dupont se rend chez son ophtalmologue, le médecin ou sa secrétaire demande à monsieur Jean-Pierre Dupont sa pièce d'identité. Grâce aux affiches qui étaient préalablement apposées en salle d'attente, monsieur Dupont n'est pas étonné et accepte spontanément de la présenter. La secrétaire insère également la carte vitale dans le lecteur pour appeler le téléservice INSI et ainsi récupérer l'identité nationale de santé de monsieur Dupont. Donc, grâce à ces 2 étapes, l'INS de monsieur Dupont est ainsi qualifié, donc on retrouve le statut qualifié qu'on évoquait tout à l'heure, et ces 2 opérations ne seront pas à renouveler dans le cas d'une nouvelle consultation de monsieur Dupont. C'est bien à faire qu'une seule fois. Ensuite, on a vu que monsieur Dupont se rendait à l'établissement de santé. Donc, lors de sa préadmission, par exemple, le jour de sa consultation d'anesthésie, il va aller au bureau des préadmissions. L'agente présente va faire un appel également au téléservice INSI à partir du logiciel de l'établissement.
afin de récupérer également l'identité nationale de santé. Elle pourra faire l'appel soit à partir de la carte vitale, mais également à partir des traits locaux d'identité qui sont déjà saisis dans son logiciel, puisque M. Dupont était déjà connu de l'établissement de santé. Et elle va également vérifier la cohérence des traits retournés par le téléservice INSI avec la pièce d'identité. L'INS sera donc également qualifiée dans le logiciel de l'établissement de santé et pourra ensuite être transmise au logiciel du dossier patient informatisé de cet établissement. On a vu qu'à la sortie d'hospitalisation, d'un certain nombre de documents étaient envoyés, et notamment la lettre de liaison, étaient à la fois transmise au DMP et envoyée aux différents acteurs concernés, le médecin traitant, le médecin coordonnateur de l'EHPAD. Donc, c'est grâce à l'INS et notamment au matricule INS unique qu'on va permettre de garantir que l'ensemble de ces acteurs parlent bien du même usager. Et M. Dupont va également recevoir dans son espace santé et via sa messagerie un exemplaire de la lettre de liaison. À sa sortie d'hospitalisation, une ordonnance de traitement a également été remise à M. Dupont. Il se rend donc chez le pharmacien. Sur cette ordonnance papier, on retrouve donc le traitement et on retrouve en haut de l'ordonnance l'identité nationale de santé qui est notée, donc le matricule INS et les traits d'identité qui sont repris en clair sur le document, mais également cet INS codifié dans un QR code qu'on appelle également data matrix. Le pharmacien va donc pouvoir scanner ce QR code et ainsi récupérer plus facilement l'INS qui y est stocké. Selon la situation, il devra également à son tour dans son logiciel d'officine qualifier l'INS, c'est-à-dire faire un appel au téléservice INSI pour vérifier que l'INS qu'il a récupéré dans le QR code est conforme et également la confronter à une pièce d'identité. Voilà, donc on voit bien à travers le parcours de M. Dupont que l'INS est vraiment là pour sécuriser et fiabiliser cet échange et ce partage de données. En fait, c'est un prérequis, l'INS, pour cet échange et ce partage. Donc, comment, au sein de mon cabinet, de ma structure, je peux passer à l'identité nationale de santé? Alors déjà, qui est concerné? Donc, le référencement des données avec l'identité nationale de santé concerne l'ensemble des acteurs du cercle de confiance, donc qui interviennent dans la prise en charge, dans l'accompagnement de l'usager. Donc, ce sont à la fois les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, quels que soient les champs d'activité, les cabinets d'imagerie médicale, laboratoires de biologie, mais également, bien sûr, les professionnels libéraux de ville et les pharmacies d'officine. Et donc, comment je fais pour passer à l'INS? Donc, on l'a vu, pour pouvoir référencer ces données avec l'INS, il faut pouvoir faire un appel, interroger la base d'identité de référence à travers l'appel au téléservice INSI. Et donc ça va passer par votre logiciel et notamment le logiciel dans lequel on crée les identités. Donc si vous n'avez qu'un seul logiciel, ça va être celui-ci. Si vous avez plusieurs logiciels, il y en a un dans lequel on crée les identités et ensuite l'identité est transmise aux autres logiciels. C'est le cas notamment en établissement de santé. Donc, il va falloir contacter votre éditeur, si lui ne l'a pas déjà fait de son côté, afin que vous puissiez disposer d'une nouvelle version du logiciel et qui intègre ces fonctionnalités INS et notamment l'appel au téléservice INSI. Et puis, votre éditeur va également devoir vous former et vous présenter l'utilisation concrète de l'appel au téléservice et de la récupération. À noter que dans le cadre du volet numérique du Ségur de la santé, il existe un dispositif de financement à l'équipement. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de ce financement pour obtenir une nouvelle version de votre logiciel qui aurait été référencé Ségur par votre éditeur. Donc, je vous invite, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce financement à l'équipement, soit à nous contacter ou à visionner nos webinaires sur le Ségur numérique.
En complément de cette nouvelle version de logiciel, vous allez également devoir informer l'usager du référencement de ces données avec l'INS et de la transmission éventuellement des données avec l'INS. À noter que l'usager ne peut pas s'opposer au fait que vous recueillez l'INS. Par contre, il doit être informé. Donc pour ça, l'Agence du numérique en santé a créé un kit de communication avec des affiches, des flyers. Donc vous pouvez bien sûr les utiliser ou vous en inspirer pour créer vos propres affiches. Donc, au sein du logiciel, il va effectivement y avoir des évolutions. On l'a vu. Tout d'abord, il va y avoir des nouveaux champs d'identité que vous allez retrouver dans votre logiciel. Donc, l'ensemble des champs relatifs à l'INS, un champ spécifique pour le matricule INS qui devra bien être différent du champ numéro de sécurité sociale et puis les autres champs d'identité. Le champ premier prénom de naissance, mais qui existait déjà dans les logiciels. Et donc, vous retrouverez également deux champs complémentaires qui sont le nom utilisé et le prénom utilisé. Dans le cas où, dans la vie courante, l'usager utilise un nom différent de son nom de naissance, donc ça peut être le cas des femmes mariées qui utilisent leur nom marital, ou elle utilise un prénom différent du premier prénom de naissance, on peut utiliser son deuxième, troisième prénom. Dans ces cas-là, vous devrez compléter dans votre logiciel le nom utilisé et prénom utilisé. En fait, ces deux champs, nouveaux champs d'identité sont vraiment là pour faciliter au quotidien la relation, le dialogue soignant-soigné. Par contre, pour tout ce qui va être échange et partage de données, on se basera uniquement sur les traits d'INS qui, eux, seront vraiment communs entre tous les acteurs. Dans votre logiciel, donc, vous allez donc avoir la fonctionnalité d'appel au téléservice INSI, on l'a dit depuis tout à l'heure. Alors, soit ça va être un petit bouton, soit l'appel, en fait, elle sera présente mais transparente pour le professionnel ou l'utilisateur parce qu'il pourra se faire en automatique l'appel. Ça dépend de l'éditeur. Vous devrez également tracer dans votre logiciel, dans la fiche d'identité, le fait que vous avez validé l'identité qui est retournée par le téléservice INSI, que vous l'avez confrontée avec une pièce d'identité présentée par l'usager. Donc ça, il faudra le tracer dans votre logiciel avec une petite case à cocher en général et préciser quelle pièce d'identité vous avez utilisée. Et puis, vous aurez également une notion de statut. Donc ça, ce sera vraiment visuel pour le professionnel, l'utilisateur, et vous pourrez voir votre identité, dans quel statut elle est. Il y a 4 statuts possibles. Et bien sûr, on en a déjà parlé, le statut qu'il faut atteindre, c'est le statut qualifié, puisque c'est ce statut qui va permettre ensuite de partager l'INS. Donc, en pratique, si je résume, à la fois pour chaque nouveau patient, mais également pour les patients qui sont déjà connus et déjà enregistrés dans votre logiciel, il faudra, lors d'une prochaine venue, d'une prochaine prise en charge, faire un appel au téléservice INSI et ainsi récupérer son INS. Donc, on l'a vu, ça se fait soit à partir de la carte vitale ou à partir des traits locaux qui sont déjà saisis dans votre logiciel. Et vous allez devoir vérifier la cohérence des informations retournées par le téléservice INSI avec une pièce d'identité. Donc, les pièces d'identité acceptées, ce sont les cartes nationales d'identité, passeport, titre de séjour permanent. Et pour les enfants, on peut accepter livret de famille et extrait d'acte de naissance accompagné d'un justificatif du parent. Donc, ces deux étapes, elles vont permettre d'avoir l'INS au statut qualifié, qui est le statut vraiment le plus sécure possible qu'on peut avoir pour une identité. Ces étapes-là, on l'a vu au travers le parcours de Monsieur Dupont, elles peuvent être réalisées par le secrétariat médical, par l'agent d'accueil, l'assistant médical ou par le professionnel de santé lui-même. Et surtout, elles ne sont à faire qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de les refaire ensuite à chaque venue ou à chaque prise en charge. Voilà, quelques chiffres clés pour vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le déploiement de l'INS au sein de la région Pays de la Loire. Donc, à noter que le référencement des données de santé avec l'INS est obligatoire depuis le 1er janvier 2021, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Alors, c'est vrai que ça a commencé vraiment à se déployer sur la fin d'année 2021, depuis septembre-octobre, avec notamment la mise à disposition des versions de logiciels avec les fonctionnalités INS, et ça se poursuit fortement depuis le début d'année 2022. Donc, si on regarde les chiffres, sur le mois de mars 2022,
Il y a eu plus de 400 000 appels au téléservice INSEE pour la région. 29 de ces appels ont été réalisés par des établissements de santé et 32 par des médecins libéraux. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le Ségur numérique, vous pouvez nous rejoindre sur la page sur le site internet du GCS e-santé, et donc vous pourrez à la fois visionner des vidéos ou vous inscrire sur des webinaires, donc à la fois sur les différents piliers du Ségur numérique, hein, dossier médical partagé, messagerie sécurisée de santé et ProSanté Connect, ou des webinaires plus génériques sur le Ségur numérique, le financement à l'équipement, les financements à l'usage. Voilà, merci beaucoup pour avoir assisté à cette vidéo. Et donc, pour tout contact, si besoin, à la fois sur l'identité nationale en santé, mais plus généralement sur le Ségur numérique, voilà, vous avez nos coordonnées mail présentes ici. Merci beaucoup. Au revoir.